La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique, et, de même que la veille, je fus obligé de manger comme quatre. Puis vinrent des fermiers de monsieur de Péréorade, et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée, et que j'admirai, cela va sans dire. Ensuite, j'entrai avec lui dans l'écurie, où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me conter les prix qu'ils avaient gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint me parler de sa future, par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. Nous la verrons aujourd'hui, dit-il. Je ne sais si vous la trouverez jolie. Vous êtes difficile à Paris. Mais tout le monde, ici et à Perpignan, la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prades lui a laissé son bien. Oh, je vais être fort heureux. Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dot que des beaux yeux de sa future. Vous vous connaissez en bijoux, poursuivit monsieur Alphonse. Comment trouvez-vous ceci? Voici l'anneau que je lui donnerai demain. En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de deux mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeai qu'on l'avait retouché pour enchâsser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques Sempre apti, c'est-à-dire toujours avec toi. C'est une jolie bague, lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. Oh, elle est bien plus belle comme cela, répondit-il en souriant. Il y a là pour 1200 francs de diamants. C'est ma mère qui me l'a donnée. C'était une bague de famille très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle a servi à ma grand-mère qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait. L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de deux métaux différents, comme de l'or et du platine. Tenez, cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable. Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. Oh, madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. 1200 francs au doigt, c'est agréable. Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée, un jour de mardi gras. Ah, comme je m'en suis donné quand j'étais à Paris il y a 2 ans. C'est là qu'on s'amuse. Et il soupira de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puy-Garrigue, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château, éloigné d'Y d'environ 1 lieue et demie. Je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'ensuivit et à laquelle je pris peu part. Monsieur Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux. Et chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait sans embarras. Mademoiselle de Puy-Garrigue avait 18 ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses, et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas, en grande partie, à son expression de tigresse. Car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. Quel dommage, me dis-je en quittant Puy-Garrigue, qu'une si aimable personne soit riche et que sa dot la fasse rechercher par un homme indigne d'elle. En revenant à Y, et ne sachant trop que dire à madame de Péréorade, à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole. Vous êtes bien esprit fort en Roussillon, m'écriai-je. Comment, madame, vous faites un mariage un vendredi? À Paris, nous aurions plus de superstition. Personne n'oserait prendre femme un tel jour. Mon Dieu, ne m'en parlez pas, me dit-elle. Si cela n'avait dépendu que de moi, certes, on eût choisi un autre jour. Mais Péréorade l'a voulu, et il a fallu lui céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelque malheur, il faut bien qu'il y ait une raison, car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi? Vendredi? S'écria son mari. C'est le jour de Vénus. Bon jour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur, c'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice.
Nous sacrifierons 2 palombes, et si je savais où trouver de l'encens. Fi donc, Péroorade, interrompit sa femme scandalisée au dernier point. Encenser une idole, ce serait une abomination. Que dirait-on de nous dans le pays? Au moins, dit M. de Péroorade, tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de roses et de lis. Manibus datellia plenis. Vous le voyez, monsieur, la charte est un vain mot. Nous n'avons pas la liberté des cultes. Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à 10 heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à Puygarille. Le mariage civil devait se faire à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Viendrait ensuite un déjeuner. Après le déjeuner, on passerait le temps que l'on pourrait jusqu'à 7 heures. À 7 heures, on retournerait à Illy, chez M. de Péroorade, où devaient souper les 2 familles réunies. Le reste s'ensuit naturellement. Ne pouvant danser, on avait voulu manger le plus possible. Dès 8 heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la 20e fois la tête de la statue, sans pouvoir parvenir à en saisir l'expression. M. de Péroorade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait ses étymologies phéniciennes, puis disposait des roses du Bengale sur le piédestal de la statue, et d'un ton tragicomique lui adressait des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers 9 heures, il rentra pour songer à sa toilette, et en même temps parut M. Alphonse, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. « Vous ferez le portrait de ma femme ?» me dit-il en se penchant sur mon dessin. « Elle est jolie aussi. » En ce moment, commençait, sur le jeu de paume dont j'ai parlé, une partie qui, sur le champ, attira l'attention de M. Alphonse. Et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittai bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Argonnais, des Navarrois, presque tous d'une adresse merveilleuse. Aussi, les Illois, bien qu'encouragés par la présence et les conseils de M. Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions. Les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda à sa montre. Il n'était encore que 9h30, sa mère n'était pas coiffée. Il n'hésita plus, il ôta son habit, demanda une veste et défia les Espagnols. Je le regardai faire en souriant et un peu surpris. « Il faut soutenir l'honneur du pays, dit-il. » Alors je le trouvai vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette, qui l'occupait si fort tout à l'heure, n'était plus rien pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés ni à son jabot si bien plissé. Et sa fiancée ? Ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Je le vis chausser à la hâte une paire de sandales, retrousser ses manches et, d'un air rassuré, se mettre à la tête du parti vaincu, comme César ralliant ses soldats à Dyrrhachium. Je sautai la haie et me plaçai commodément à l'ombre d'un micocoulier, de façon à bien voir les 2 camps. Contre l'attente générale, M. Alphonse manqua la première balle. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'était un homme d'une 40aine d'années, sec et nerveux, haut de 6 pieds, et sa peau olivâtre avait une teinte presque aussi foncée que le bronze de la Vénus. M. Alphonse jeta sa raquette à terre avec fureur. « C'est cette maudite bague, s'écria-t-il, qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. » Il ôta, non sans peine, sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire et reprit son poste à la tête des Illois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute et les Espagnols furent battus complètement. Ce fut un beau spectacle que l'enthousiasme des spectateurs. Les uns poussaient 1000 cris de joie en jetant leurs bonnets en l'air. D'autres lui serraient les mains, l'appelant l'honneur du pays. S'il eût repoussé une invasion, je doute qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore à l'éclat de sa victoire. « Nous ferons d'autres parties, mon brave, dit-il à l'Aragonais d'un ton de supériorité. Mais je vous rendrai des points. » J'aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste, et je fus presque peiné de l'humiliation de son rival. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte.
Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il regardait d'un air morne sa raquette en serrant les dents, puis d'une voix étouffée, il dit tout bas: Mélo pagaras. La voix de M. de Péréora troubla le triomphe de son fils. Mon hôte, fort étonné de ne point le trouver président aux apprêts de la calèche neuve, le fut bien plus encore en le voyant tout en sueur, la raquette à la main. Monsieur Alphonse courut à la maison, se lava la figure et les mains, remit son habit neuf et ses souliers vernis, et 5 minutes après, nous étions au grand trot sur la route de Puygarrigue. Tous les joueurs de paume de la ville et grand nombre de spectateurs nous suivirent avec des cris de joie. À peine les chevaux vigoureux qui nous traînaient pouvaient-ils maintenir leur avance sur ces intrépides Catalans. Nous étions à Puygarrigue, et le cortège allait se mettre en marche pour la mairie, lorsque monsieur Alphonse, se frappant le front, me dit tout bas: Quelle brioche! J'ai oublié la bague. Elle est au doigt de la Vénus. Que le diable puisse emporter. Ne le dites pas à ma mère au moins. Peut-être qu'elle ne s'apercevra de rien. Vous pourriez envoyer quelqu'un, lui dis-je. Bah, mon domestique est resté à I. Ceci, je ne m'y fie guère. 1200 francs de diamants, cela pourrait en tenter plus d'un. D'ailleurs, que penserait-on ici de ma distraction? Il se moquerait trop de moi. Il m'appellerait le mari de la statue. Pourvu qu'on ne me la vole pas. Heureusement que l'idole fait peur à mes coquins. Ils n'osent l'approcher à longueur de bras. Bah, ce n'est rien, j'ai une autre bague. Les 2 cérémonies, civiles et religieuses, s'accomplirent avec la pompe convenable, et mademoiselle de Puygarrigue reçut l'anneau d'une modiste de Paris, sans se douter que son fiancé lui faisait le sacrifice d'un gage amoureux. Puis on se mit à table, où l'on but, mangea, chanta même, le tout fort longuement. Je souffrais pour la mariée de la grosse joie qui éclatait autour d'elle. Pourtant, elle faisait meilleure contenance que je ne l'aurais espéré, et son embarras n'était ni de la gaucherie, ni de l'affection. Peut-être le courage vient-il avec les situations difficiles. Le déjeuner terminé, quand il plut à Dieu, il était 4 heures. Les hommes allèrent se promener dans le parc, qui était magnifique, ou regardèrent danser sur la pelouse du château les paysannes de Puygarrigue, parées de leurs habits de fête. De la sorte, nous employâmes quelques heures. Cependant, les femmes étaient fort empressées autour de la mariée, qui leur faisait admirer sa corbeille. Puis elle changea de toilette, et je remarquai qu'elle couvrit ses beaux cheveux d'un bonnet et d'un chapeau à plumes. Car les femmes n'ont rien de plus pressé que de prendre, aussitôt qu'elles le peuvent, les parures que l'usage leur défend de porter, quand elles sont encore demoiselles. Il était près de 8 heures quand on se disposa à partir pour Y. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique. La tante de mademoiselle Puygarrigue, qui lui servait de mère, femme très âgée et fort dévote, ne devait point aller avec nous à la ville. Au départ, elle fit à sa nièce un sermon, touchant sur ses devoirs d'épouse, duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embrassements sans fin. M. de Péréorade comparait cette séparation à l'enlèvement des Sabines. Nous partîmes pourtant, et, pendant la route, chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire. Mais ce fut en vain. À Y, le souper nous attendait. Et quel souper! Si la grosse joie du matin m'avait choqué, je le fus bien davantage des équivoques et des plaisanteries dont le marié et la mariée surtout furent l'objet. Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et d'un sérieux de glace. Il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure, presque aussi fort que de l'eau-de-vie. J'étais à côté de lui et me crus obligé de l'avertir. Prenez garde, on dit que le vin... Je ne sais quelle sottise je lui dis pour me mettre à l'unisson des convives. Il me poussa le genou, et très bas, il me dit: Quand on se lèvera de table, que je puisse vous dire 2 mots. Son ton solennel me surprit. Je le regardai plus attentivement et je remarquai l'étrange altération de ses traits. Vous sentez-vous indisposé? Lui demandai-je. Non. Et il se remit à boire. Cependant, au milieu des cris et des battements de main, un enfant de 11 ans qui s'était glissé sous la table montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela la jarretière. Elle fut aussitôt coupée par morceaux et distribuée aux jeunes gens qui en ornèrent leurs boutonnières, suivant un antique usage qui se conserve encore dans quelques familles patriarcales. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque M. de Péréorade, ayant réclamé le silence, lui chanta quelques vers catalans, impromptus, disait-il. En voici le sens, si je l'ai bien compris. Qu'est-ce donc, mes amis?
Le vin que j'ai bu me fait-il voir double? Il y a 2 Vénus ici. Le marié tourna brusquement la tête d'un air effaré qui fit rire tout le monde. Oui, poursuivit M. de Pérorade, il y a 2 Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe, l'autre, descendit des cieux, vient de nous partager sa ceinture. Il voulait dire sa jarretière. Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la catalane celle que tu préfères. Le maraud prend la catalane et sa part est la meilleure. La romaine est noire, la catalane est blanche. La romaine est froide, la catalane enflamme tout ce qui l'approche. Cette chute excita un tel hurrah, des applaudissements si bruyants et des rires si sonores, que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête. Autour de la table, il n'y avait que 3 visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'avais un grand mal de tête, et puis je ne sais pourquoi un mariage m'attriste toujours. Celui-là, en outre, me dégoûtait un peu. Les derniers couplets ayant été chantés par l'adjoint du maire, et ils étaient fort lestes, je dois le dire, on passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée, qui devait être bientôt conduite à sa chambre, car il était près de minuit. Monsieur Alphonse me tira dans l'embrasure d'une fenêtre et me dit en détournant les yeux. « Vous allez vous moquer de moi, mais je ne sais ce que j'ai. Je suis ensorcelé, le diable m'emporte. » La première pensée qui me vint fut qu'il se croyait menacé de quelque malheur du genre de ceux dont parlent Montaigne et Madame de Sévigné. Tout l'empire amoureux est plein d'histoires tragiques, etc. Je croyais que ces sortes d'accidents n'arrivaient qu'aux gens d'esprit, me dis-je à moi-même. Vous avez trop bu de vin de Collioure, mon cher monsieur Alphonse, lui dis-je. Je vous avais prévenu. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus terrible. Il avait la voix entrecoupée. Je le crus tout à fait ivre. Vous savez bien mon anneau, poursuivit-il après un silence. Eh bien, on l'a pris? Non. En ce cas, vous l'avez? Non, je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. Bon, vous n'avez pas tiré assez fort. Si fait, mais la Vénus, elle a serré le doigt. Il me regardait fixement d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Quel compte, lui dis-je, vous avez trop enfoncé l'anneau. Demain, vous l'aurez avec des tenailles. Mais prenez garde de gâter la statue. Non, vous dis-je, le doigt de la Vénus est retiré, reployé. Elle serre la main, m'entendez-vous? C'est ma femme, apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Elle ne veut plus le rendre. J'ai prouvé un frisson subit et j'eus un instant la chair de poule. Puis un grand soupir qu'il fit m'envoya une bouffée de vin, et toute émotion disparut. Le misérable, pensai-je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié d'un ton lamentable. Vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques ressorts, quelques diableries que je ne connais point. Si vous alliez voir. Volontiers, dis-je, venez avec moi. Non, j'aime mieux que vous alliez seul. Je sortis du salon.